On revient avec Didier Rochard sur la manipulation. Et la manipulation faite par les politiques, hein, il n'y a que ça. Hein. Et je vais vous donner un petit exemple qui me vient en mémoire, parce que j'avais rencontré, j'avais comme ami une personne qui s'occupait de la météo. Et un jour, elle voit arriver un nuage qu'elle ne reconnaissait pas. Donc, ce nuage, tous les noms possibles et inimaginables, elle est des permanences, elle est à la météo nationale. Absolument, oui. Et on surveille beaucoup de choses, et entre autres, ce qui nous vient de l'étranger. Et là, tout d'un coup, on lui dit, ça ne te regarde pas. Tu laisses tomber ce nuage, c'était Tchernobyl. Voilà, comme quoi, c'était ce nuage, frère Thierry, c'était Tchernobyl. Et on lui disait de ne pas... Et vous rappelez que la France a annoncé qu'elle avait contourné, ce nuage avait contourné les frontières. Alors, vous faites bien d'en parler. Alors, quand vous dites la France, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Mais n'oublions pas, ce sont les experts à la fois du monde nucléaire, les experts de la météo, qui nous ont annoncé que le nuage s'était arrêté sur la ligne bleue des Vosges parce qu'un nuage ne franchit pas les frontières comme ça. Exactement. Bon. Les frontières ont du bon pour une fois. Les frontières ont du bon. Mais je veux dire par là que, si vous voulez... j'ai dit la France parce que la Suisse a fait des réactions. Ah, absolument. Alors, le problème de cette manipulation gigantesque et enfin, c'est au-delà du scandale. C'est que, alors aujourd'hui, naturellement, tout est révélé. Donc, on sait très bien que le nuage est passé, que ça a pourri les récoltes de thym, des cultures, enfin, etc. pendant plus de 10 ans. Moi, j'avais un ami qui récoltait précisément des plantes médicinales sur le plateau de Valençol et qui m'avait amené le compteur Gégère pour me montrer que tout était... D'ailleurs, je crois qu'il a plus ou moins fait faillite à cause de ça, parce que, honnêtement parlant, lui ne voulait pas vendre ce produit, parce qu'il savait très bien qu'il était totalement pourri par le nuage de Tchernobyl. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, il y a eu très peu de réactions, il n'y avait pas Internet encore à ce moment-là. Par conséquent, cette information est passée pour être vraie pour la grande majorité des Français. C'est 10 ans après qu'on a appris ce qui s'était passé et que naturellement la propagande soviétique à l'époque avait largement minimisé cette catastrophe dont on sait qu'aujourd'hui, sous la chape de millions de tonnes de béton qu'on a mis, ça continue à creuser. Bon, c'est-à-dire que les choses ne sont pas tout à fait terminées. Bon, de la même façon, à l'époque du tsunami japonais, on a dit que c'était à cause du nucléaire. Mais non, c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre sous-marin qui a créé une vague gigantesque, qui a effectivement noyé toute l'installation de Fukushima. Mais ça n'est pas le nucléaire japonais qui est en faute, c'est une catastrophe naturelle qui a provoqué les choses. Alors là, on peut encore dire, oui, mais bien sûr, ils étaient trop près de la côte. Et bon, il n'y avait pas encore eu de mémoire d'homme, et on connaît un peu l'histoire, de tsunami de cette ampleur, de raz-de-marée de cette ampleur, sur les côtes japonaises, qui connaît bien des déboires par ailleurs avec toutes sortes de tremblements de terre. Donc, là encore, il y a eu de toute évidence une manipulation qui a beaucoup servi, je vous le rappelle, aux écologistes en Allemagne, en Europe, en disant le nucléaire est une saloperie qu'il faut absolument supprimer. Bon, là il y a une gigantesque arnaque. Alors là, il faudrait une émission particulière qui est très souhaitable. Moi, je me suis rapproché d'une association qui s'appelle les climato-réalistes pour parler de l'écologie. Et ces gens sont... Moi, je ne suis pas scientifique, je ne fais que relayer leurs bonnes paroles. Mais ces gens sont des scientifiques. Tous ceux que j'ai rencontrés sont à minima polytechniciens, enfin, etc. Bon, ils ont des schémas, ils ont des conceptions, ils les démontrent. J'entends démonstration mathématique. Bien. Et naturellement, ils vont à l'encontre du GIEC. J'ai même assisté à une conférence de l'ancien président de Greenpeace,
qui s'est rendu compte qu'il s'était fait rouler. Il le dit comme ça, hein, je ne me permettrai pas de porter jugement. Lui, il le dit dans ses conférences, il l'a même exprimé dans des films, il dit « Je me suis fait rouler complètement par des fausses informations que j'ai relayées ». Bon, il le dit lui-même. Il dit, mais c'est un scandale. On est en train de rouler la population du monde dans des considérations qui sont totalement fausses. On sait qu'aujourd'hui, le GIEC n'ose plus parler de réchauffement climatique, mais de perturbation climatique. Bien, tant mieux si tout d'un coup l'intelligence leur vient, ce sera très bien. Mais le GIEC, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est une pure manipulation, puisqu'il convoque des milliers de scientifiques qui font chacun dans leur domaine des rapports qui sont très construits, etc. Et puis on nous présente après un petit document de 120 pages en nous disant ce sont les conclusions des scientifiques. Mais pas du tout. Le GIEC, il n'y a aucun scientifique. Il n'y a que des politiques. C'est devenu quelque chose d'incontournable. On arrive à faire des grèves mondiales d'adolescents par une gamine qui, regardez bien son regard d'ailleurs, il y a des choses qui ne trompent pas. Mais la petite Greta, par exemple, qui s'est trouvée prise à son propre piège parce qu'elle faisait pour aller à l'ONU, pour aller devant le président Macron, pour aller devant le pape François, pour aller devant Poutine, pour aller... Enfin, elle prenait l'avion au début, naturellement, et elle ne prenait pas l'avion toute seule, c'est-à-dire qu'elle louait Enfin, quand il dit « elle louait », c'est une manipulation fabulale. Il y a forcément quelqu'un derrière qui paye. Enfin, posons-nous la question, à qui va profiter le crime, quoi. Il y a Soros ou et par conséquent, tout ça est une manipulation extraordinaire. Et aujourd'hui, étant donné que ça marche de moins en moins avec les adultes, parce que quand même, il y a les réseaux sociaux. Alors, sur Internet, on peut trouver tout et le contraire de tout. Mais les gens réfléchissent maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et du coup, il y en a quand même quelques-uns qui ont posé la question, en disant, mais attendez, son empreinte carbone à elle, ça donne quoi à prendre l'avion sans arrêt? Elle est en train de nous polluer la planète pour nous dire qu'il ne faut pas polluer. Enfin, elle dit aux autres, prenez votre trottinette et roulez en vélo, et elle se déplace. Bon, alors du coup, maintenant, elle prend le train. Alors, elle en fait beaucoup moins, parce que c'est un peu plus long, évidemment. Surtout pour aller de Copenhague à New York. Voilà, le train, c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, je veux dire par là que c'est une manipulation totale, absolue. Bon, on nous dit le tout électrique. Le patron de Peugeot, monsieur, qui se met dans une déclaration à dire, tenez-vous bien, en tant que patron de Peugeot, une des plus grosses boîtes, un des plus gros employeurs d'Europe, on aime ou on n'aime pas Peugeot, la question n'est pas là, mais il se met à dire, ma voix ne sera pas entendue. Donc, je vais vous faire une déclaration en tant que citoyen. L'électrique, on ne saura pas s'en servir. On ne pourra pas s'en servir. Pourquoi ? Parce que la construction d'une voiture électrique pollue un tiers de plus que la construction d'une voiture thermique, déjà au départ. Et ensuite, on est obligé de prendre des batteries dont on ne sait absolument pas comment les recycler et comment se débarrasser des lithiums, etc., qui contiennent ces batteries. Alors, je n'irai pas plus loin, je ne suis pas scientifique, je vous renvoie aux ouvrages qui sont tout à fait documentés là-dessus, et ils sont complets, ils sont très bien faits. Il faut avoir évidemment le courage de les lire. Or, quand on est bloqué 4 heures par jour devant sa télévision pour voir, alors je ne la regarde pas, je ne vous dirai pas le nom mais je ne sais pas, Koh-Lanta ou je ne sais trop quoi, enfin, je veux dire par là que quand on parlait de discernement, il faut effectivement que les gens, dans un principe démocratique, puisqu'on nous dit sans arrêt, c'est le peuple qui dirige, c'est le peuple qui, c'est le peuple quoi. Bon, eh bien chiche, admettons que le peuple se mette à réfléchir et que le peuple se mette à discerner des choses de tout ce que les politiques nous racontent. Je rappelle quand même que le peuple s'est rendu compte, il y a eu des élections récentes européennes. Je rappelle quand même qu'un grand média français a donné à 2 décimales près le résultat à 7h11 du matin, c'est-à-dire avant l'ouverture des bureaux de vote. Alors, je ne suis pas complotiste, mais je me pose des questions. Comment se fait-il que les sondages donnaient alors, les sondages sont ce qu'ils sont, d'accord. Mais les sondages donnaient un certain nombre de résultats dont on se dit, avec la technique du sondage actuel, ils peuvent s'approcher de la réalité des choses. Et puis, à 7h11 du matin, il y a une chaîne nationale qui donne les résultats à 2 décimales près. Il n'avait pas le droit. Mais bien sûr qu'elle n'avait pas le droit, en plus. Bon, alors là, on se pose des questions. Mais qui
Qui a pu donner les résultats alors qu'on n'avait pas encore voté? Bon, alors y aurait-il eu, c'est inconditionnel, et je me mets 1000 points d'interrogation, y aurait-il eu, par hasard, manipulation, puisque c'est le sujet de l'émission? Alors, on peut parler de 1000. Moi, je vais vous dire, j'ai devant les yeux ici un cours. Alors, vous n'avez pas l'en-tête, pour ceux qui voient, frère Thierry. On ne voit pas l'en-tête parce que je l'ai retapé parce que c'était plus propre. Mais enfin, un cours de l'ENA. L'ENA qui est supprimé. Bon, d'accord. Mais ce cours s'appelait 10 stratégies de manipulation de masse. Voilà. Alors, je vous fais part du truc. C'est le philosophe nord-américain Noam Chomsky, activiste et penseur politique, professeur de linguistique au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, qui avait édicté ces trucs qui ont certainement été repris par des professeurs français. Alors donc c'est la stratégie de la distraction, du pain et des jeux. C'est ce que nous vivons tous les jours. Il n'y a plus Interville, pardon, c'est les trucs de ma génération, mais enfin il y a autre chose aujourd'hui. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Ça, c'est la technique, on en parlait dans la dernière émission, du rejet, etc. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. La stratégie de la dégradation. Accepter de prendre des mesures inacceptables. Voilà, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé, sur une durée de 10 ans. Ça, c'est le cours, de manipulation des masses. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées pendant les années 80-90. On peut penser au Pax jusqu'à on ne sait pas où ça va aller. Mais bien sûr, je vous rappelle, moi vivant, la GPA ne passera jamais. Bon, la GPA, c'est demain matin. Bon, après avoir... Et la GPA est déjà acceptée par les cours de justice, par les tribunaux, puisque ce n'est pas de la faute de ces pauvres gosses. On ne peut pas leur tenir rigueur, c'est de la faute de la responsabilité des parents. Ce n'est pas les enfants qui vont payer pour les parents, donc la GPA existe déjà, du moins dans les faits. La stratégie du différé, une autre façon de faire accepter une décision impopulaire, c'est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public. Ça ne vous rappelle pas une taxe écologique qui permettait, pour le bien de la planète, pour sauver l'humanité, s'adresser au public comme des enfants en bas âge? Voilà. Moi, j'appelle ça prendre les gens pour des cons. Mais on vit ça tous les jours. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Ça, c'est la manipulation pure. Maintenir le public... Alors, c'est tout ce qu'on a vu. Vous parliez... vous évoquiez Timisoara. Vous parliez des Timisoara, manipulation. On a sorti des gens de la morgue. Pour en faire des charniers, enfin, etc. Ensuite, il y a eu l'affaire des bébés... Des bébés irakiens. Bon, on a su que c'était faux. Voilà, dont on a su que c'était la fille de l'ambassadeur des États-Unis. Enfin, voilà, une manip fabuleuse. Extraordinaire. Parce qu'avant, l'ambassadrice américaine rassure Saddam Hussein en disant oui, vous pouvez y aller. Oui, rassurez-vous, les Américains, l'Amérique n'interviendra pas. Bon, naturellement, Saddam Hussein prend ça pour un feu vert, il attaque tout le lendemain matin. Il est vitrifié, etc. On a eu après le général Petrus devant les Nations Unies avec sa fiole d'armes nucléaires, d'armes chimiques à destruction massive, dont on n'a jamais trouvé aucune trace, etc. Mais ça a permis de faire une guerre. Alors je continue, parce que maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Je rappelle que c'est un cours de l'ENA, École nationale d'administration. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Voilà. Vous avez vu les résultats des enquêtes PISA pour l'éducation nationale, etc., où la France, le niveau de mathématiques, on se retrouve derrière le Sri Lanka. Enfin, je veux dire, bon. Par contre, le ministre est un homme extraordinaire. Il a réussi à se faire applaudir des 2 mains et des 3 pieds par tous les gens de la pseudo-droite. Alors, où est quelle valeur actuelle? Je renvoie tous ces gens-là au Figaro, pardonnez-moi, j'ai de mauvaises références, au Figaro du 6 septembre 2017. Voilà. Premier article sur 4 pages de M. Blanquer, nouveau ministre de l'Éducation nationale, pour sa première rentrée, où il exprime qu'effectivement, il va redonner les valeurs fondamentales de l'éducation, les lettres classiques, la méthode Singapour pour enseigner les mathématiques, 12 par classe, bon, etc. Alors tout le monde se réjouit. Ce qu'on a oublié de dire, que c'était pour les zones d'éducation prioritaires. Alors, effectivement, il y a un tout petit encart dans l'article d'1 centimètre sur 2,
où c'est marqué que tout ceci est réservé pour les REP+. Alors naturellement, la plupart des gens, je suis désolé, moi j'ai posé des questions autour de moi, savez-vous ce que sont les REP+? Ah ben non. Bon, alors ce sont les anciennes ZEP, zones d'éducation prioritaire, manipulation du langage, qui sont devenus les réseaux d'éducation prioritaire. Donc ça s'appelle des REP maintenant. Et puis le petit plus à côté, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien c'est pour favoriser les jeunes adolescents non francophones en France. Or, dites-moi, ces jeunes adolescents qui ont 15 ou 16 ans, s'ils sont en France, ils peuvent pas être non francophones. Enfin, ils sont dans l'éducation nationale depuis l'âge de 6 ans. Donc, ils savent parler le français. Ah non. Alors, donc, on a compris que c'était pour les migrants. Et, pardon, grâce à un acronyme, on noie le poisson. Le français ne comprend pas de quoi il s'agit. Exactement. Et on va contre les principes même fondateurs de la République, contre le principe d'égalité. Alors, mais on a l'accord du peuple grâce au compassionnel. Alors, et le tour est joué. Et le tour est joué. Et c'est comme ça qu'on arrive au scandale du bac 2019, où, enfin, on a vu les pataquès, enfin, c'est même pas la peine d'y revenir. Alors, moi, je termine, si vous le voulez bien, parce que j'en étais au point 8, encourager le public à se complaire dans sa médiocrité. 9, remplacer la révolte par la culpabilité. Ce sont les gilets jaunes qui ont ruiné les petits commerçants. Vous l'avez bien entendu. Bien. Ce sont les professeurs qui prennent nos enfants en otage pour le bac. Alors que les professeurs, et je ne défends pas le mouvement syndical qui a souvent été très... Mais je dis simplement, ces profs se rendent bien compte que les réformes qu'on veut imposer aujourd'hui à l'éducation nationale, ça va pourrir la vie de nos futurs enfants, de nos futurs bacheliers. Donc ils ont... alors ils prennent peut-être pas les bons moyens, j'en sais rien, enfin, etc. Je suis plus dans ce circuit. Mais des réactions épidermiques. Ben, ils ont eu des réactions, les seules réactions qu'on leur autorise d'avoir. C'est tout. Et puis alors, relisez ce qu'on demande d'inculquer. Alors, remplacer la révolte par la culpabilité, faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur. Le responsable de quoi? On pollue. On pollue, on est des salopards. Vous vous rendez compte? C'est abominable. Mais voilà. Donc il faut avorter. Donc il faut plus faire d'enfants. Et tout comme ça. Et puis alors le point 10. Le blanc, il ne faut pas oublier, on a été d'affreux colonisateurs. Voilà. Donc c'est normal que de temps à autre, les secondes chances ou les chances pour la France profitent des jeunes filles françaises. Alors moi exactement. Moi je rappelle toujours cette anecdote quand même au Vietnam, en Indochine, donc enfin ex-Indochine française, où les Français ont été d'affreux colonisateurs, bon, etc. En attendant, moi j'ai rencontré des Vietnamiens, un en particulier, je fais très court, qui m'a dit, mais vous savez, un gars qui avait été très très marqué par le communisme, parce que c'était un ancien recteur, enfin, etc. Il avait fait 16 ans de camp de rééducation, de camp de travail, et il vivait comme un clochard dans la rue, etc. Il n'avait plus aucun moyen de survie, puisqu'à la sortie des camps, dans les années 85, 90, les autorités n'ont pas rendu les papiers d'identité à ces gens-là, parce qu'ils avaient aidé le gouvernement fantoche, le gouvernement des Français ou des Vietnamiens par la suite, mais des Vietnamiens du Sud. Et ce personnage qui parlait un français admirable, qui me citait Racine dans le Tigre, etc., des choses que malheureusement je ne connaissais pas forcément d'ailleurs, lui, il m'a dit, c'est comme ça que j'ai survécu. C'est en me redisant sans arrêt les tirades des œuvres, des grands classiques français, de Racine, de Corneille, etc., un Vietnamien, sans aucun accent. Et il me dit, mais vous savez, j'aime beaucoup la France, car c'est la France qui nous a révélé notre propre culture. Si la France n'avait pas été là pendant un siècle, nous serions chinois. Mais le Vietnam n'existerait pas. Bon, on s'est fâché, on ne reviendra pas sur l'histoire. Mais, je veux dire par là, ça, c'est pas un petit franchouillard qui a soi-disant fait le Burnou qui nous raconte ça. C'est un Vietnamien au Vietnam qui nous dit c'est la France qui nous a révélé notre propre culture. Je rappelle que lorsque les Français sont arrivés en 1830, c'est à la demande de la communauté européenne qui n'existait pas encore, pour tenter d'éradiquer les redzu, la piraterie des tribus musulmanes du Maghreb. Et puis alors le dernier point, qui correspond tout à fait à notre sujet, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Et ça, c'est ce que l'on constate aujourd'hui, c'est ce qui va se produire partout, c'est ce qui se produit en Chine d'une façon magnifique. 626 millions de caméras avec reconnaissance faciale. C'est-à-dire que
En France, on n'en est pas encore à ce point-là, mais aujourd'hui, alors évidemment les caméras, on ne peut pas s'en plaindre, parce que ça fait un peu chuter la délinquance. Donc on s'en réjouira, l'homme honnête se réjouira de ça. Mais demain, s'il y a un salopard qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire de ces caméras? Qu'est-ce qu'il va faire de la reconnaissance faciale? Où vous allez aller faire vos courses dans la rue et où immédiatement l'agent qui est derrière l'écran de télévision va voir en même temps que votre visage votre pédigré complet, c'est-à-dire vos comptes en banque, les éventuels billets d'avion que vous aurez pris pour aller à l'étranger, votre dossier médical, enfin, etc. Tout est indiqué. En Chine, c'est déjà ça. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que sera en France? Parce qu'on y va à grands pas. Et je ne parle pas de l'intelligence artificielle, dans laquelle aujourd'hui, on sait que tout va être connu, y compris l'intention du personnage. Parce que les algorithmes, en fonction de vos déclarations, privées ou publiques, ces intentions vont être analysées et on va déterminer que vous n'êtes pas dans le cadre des gens qui doivent pouvoir ou parler ou même vivre. Parce que, étant donné qu'on n'aura plus de cash, quand vous irez avec votre petite carte ou avec votre puce qui sera placée dans le poignet, etc., pour aller acheter votre kilo de patates, on vous dira « Ah non, monsieur, vous n'avez plus de crédit. Vous êtes un mauvais élément. » Bon. Alors, évidemment, les choses paraissent noires. Mais non, c'est du Orwell. C'est déjà décrit. Il y a plusieurs ouvrages qui révèlent ça. Alors, à l'époque, c'était de la science-fiction. Mais aujourd'hui, on y est. Et on est au-delà. On est au-delà. Quand vous pensez pour des choses très récentes, alors là encore, je ne fais pas de complotisme, je pose des questions. C'est du conditionnel et des points d'interrogation. Le ministre et le président de la République arrivent devant Notre-Dame en feu. Bon, je ne reviendrai pas sur le fait que pour faire brûler des poudres de 800 ans à 1 mètre de côté, enfin, etc., tout le monde est d'accord, c'est impossible. Donc, M. Mouton, l'ingénieur chargé de la sécurité de Notre-Dame, est en voyage d'études. Et le ministre a dit pour très longtemps. Alors, où est-il, M. Mouton, en ce moment? Il ne peut plus parler, donc. Voilà, il ne peut plus s'exprimer. Et d'ailleurs, il y a eu une déclaration qu'on a vue passer sur YouTube où le ministre a bien dit que tous les intervenants sur Notre-Dame n'avaient plus le droit de parler sans son autorisation personnelle. Bon, c'est QFD. Alors là, on vous voit le Premier ministre et le Président de la République en train de se payer une tranche là devant Notre-Dame en feu. Bon, il y a une photo où on les voit rigoler. Ça fait un peu désordre. Alors, on ne va pas imaginer des tas de choses comme ça. Mais le lendemain, on apprend que le plan de reconstruction, ou plus exactement de mise en valeur, parce que c'est toujours pour le bien de l'humanité, le plan de mise en valeur du parvis de Notre-Dame, de l'Hôtel-Dieu qui va être cédé pour une partie de l'Hôtel-Dieu cédée pour 144 millions d'euros pour en faire un parc d'attractions pour 20 000 mètres carrés pour une offre variée de restauration et de commerce. C'est un monument classé monument historique. Alors maintenant, on s'en fout, puisque le 10 novembre dernier, l'Assemblée nationale a voté comme un seul homme le dégagement de la France de l'accord de Venise, qui obligeait la France, dans cas de réfection de bâtiments historiques, à le remettre dans l'état que l'on connaissait depuis longtemps. Bien. Là, nous ne sommes plus assujettis à ça. Donc on peut faire ce qu'on veut à Notre-Dame. Or, on parle effectivement de faire un toit en plexiglas et puis un parvis, etc. Et puis on parle de déménager la préfecture de police. Alors, le 36 quai des Orfèvres est déjà parti. Hein, ils sont, mais et ça, on apprend que les plans sont votés quasiment depuis 2016, mais qu'on ne pouvait pas les réaliser parce qu'il n'y avait pas le budget. Mais l'incendie de Notre-Dame a rapporté, paraît-il, tout ça, je mets des points d'interrogation, hein, vous avez ma prudence de serpent marchant sur ses œufs. Mais là, tout d'un coup, on apprend qu'on a 1 million, plus d'1 million d'euros. Bon, qu'est-ce que je dis? Non, c'est plus de... enfin bref, une somme astronomique, pardonnez-moi. Bon. Par conséquent, maintenant, on peut le faire. Alors ça, c'est ce qu'ils ont donné déjà. Mais étant donné que les uns avaient dit 100 millions, les autres 200 millions, les autres 300 millions... Enfin bref, bon. De toute façon, une bonne part de ces dons sont conditionnels. Alors, les parts de ces dons, ce sont des promesses de dons, enfin, etc. Mais je veux dire par là... Il y a une intention perverse, c'est pas sûr que les comploteurs ne seront pas déjoués dans leurs intentions. Alors, ça, c'est la vision très positive du frère... Thierry, mais
Merci, cher frère, de rappeler, de nous élever dans le débat. Mais je vous rappelle quand même que sur le moment, il y a quand même quelques journalistes, je crois que c'est Mediapart, qui ne dit pas que des bêtises, qui avait sorti le fait que par récupération fiscale, en fait, l'opération était neutre. Et puis là, maintenant, on apprend qu'un certain nombre de ces donateurs sont dans le tour de table pour réaliser les travaux. Bon, alors, enfin, tout ça, c'est au conditionnel, mais vous pensez bien que le grand public qui s'intéresse un petit peu à la chose, sans faire du complot, parce qu'on s'en garde bien, mais on se dit, attends, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui vont dans le même sens. Je répète la même chose, à qui va profiter le crime? Bon, à qui profite le crime? Vous le saurez dans 50 ans. Mais je pense qu'effectivement, on le saura peut-être un tout petit peu plus tôt, parce que je vous rappelle que tout doit être fait avant les Jeux Olympiques. Oui, 2024. C'est quasiment impossible. C'est ce que disent tous les techniciens. Mais moi, je pense qu'impossible n'étant pas français, on va y arriver, rassurez-vous. Mais pour le bien de l'humanité, pour que ce soit prêt pour les Jeux Olympiques, on va faire ça à minima, ou du moins, on ne va pas refaire à l'identique, parce que là, il faudrait beaucoup de temps, etc. Voilà, oui, mais on va bidouiller un bazar qui va permettre de faire ce que l'on veut, au moment où on veut. Voilà. Donc il faudra refaire une émission. Dans 50 ans. Pas vraiment dans tous les sens, mais c'est une conversation très agréable. Montrer qu'au départ, la manipulation, les techniques, sont des techniques employées par l'armée. La plupart du temps. Par le commerce. Et comment il y a eu fusion de ces deux techniques pour arriver au résultat auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est très exactement l'évolution qui s'est passée entre le monde politique d'une certaine époque, qui était un monde politique tourné vers le bien commun, avec tout ce qui pouvait déraper dans tout ça, nous ne sommes que des hommes, et qui maintenant est simplement capté par une oligarchie financière qui utilise toutes les techniques de manipulation commerciale et financière, si je puis dire, pour arriver à leur fin.